Je reviens au français. Donc, comme ça, on peut commencer. Alors, donc, comme je vous disais, nous continuons avec les programmes des primeurs. C'est quoi les primeurs? Eh ben, les primeurs, c'est un événement qu'on fait tous les ans chez Belco. On a commencé avec l'idée d'émuler un petit peu de ce qui s'est fait dans les vins. Donc, ça veut dire qu'on envoie des cafés aux torréfacteurs pour qu'ils puissent prendre des décisions d'achat avant que les cafés arrivent en Europe. Quelque chose d'un peu similaire à ce qui s'est fait aux primeurs dans les vins. Pour des raisons évidentes, on a dû l'adapter cette année parce qu'on reçoit environ 1200 torréfacteurs qui viennent de partout en Europe sur 12 jours. Donc, cette année, on a envoyé tous les échantillons. Donc, à ce moment que nous parlons, Seb, il y a les cafés qui sont en train de déguster ou qui ont déjà été dégustés par des torréfacteurs de toute l'Europe et aussi de Moyen-Orient. Euh, donc, c'est un peu l'événement. Et on a envoyé les primaires dans une boîte comme ça. Donc, il explique qu'il y a un magazine qui les marque, mais qui aussi explique un peu tout l'événement et toutes les conférences qu'on avait à faire présentielles, bah, on les tient sous forme de live. Donc voilà, donc c'est pour expliquer un petit peu l'événement des primeurs. Donc voilà, comme je vous disais, ce soir, on est avec Sébastien, on prend l'apéro. C'était aussi l'idée de faire Je suis encore au café. Bah ouais, ouais. Donc Sébastien Lafaille, qui est directeur et fondateur des STC, est français, mais qui vit au Costa Rica depuis très longtemps. Donc je te laisse te présenter. Oui, bonsoir à tous. D'abord, vraiment très content d'avoir été pris en compte et je vous félicite pour cette initiative. Je crois qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est relativement important de s'adapter, d'être assez proactif et de continuer un peu à travailler comme on devrait le faire. Donc, oui, donc moi je suis français, je suis né à Libourne, en Gironde, à 15 minutes à peu près de Bordeaux. J'ai fait Sciences Éco, Tech de Co Bordeaux, et après je suis parti à Bayonne pour une maîtrise de sciences et techniques en commerce international qui en fait m'a fait partir pour un stage à l'étranger. J'ai fait ce stage donc au Costa Rica, je suis parti en 99, donc j'ai fait mes 20 ans l'an dernier, en 99, et donc j'ai commencé à travailler depuis le tout début, je pense en septembre 99, dans la filière café. Ok. Est-ce t'as vu beaucoup changé cette filière? Relativement. Alors, donc, moi, j'ai commencé, quand j'ai vraiment commencé dans le métier, en fait, c'était les prémices je crois, l'une des plus grosses crises déjà que le café ait connu. En 2001, si ma mémoire n'est pas mauvaise, on était descendu à des prix de 40-42 cents. Hmm. C'était un moment relativement difficile, je pense, pour toute l'industrie, parce que techniquement, l'industrie était en banqueroute complète un peu partout. Et en fait, cette première grosse crise, enfin pas première, parce que je pense que le café malheureusement avait connu d'autres crises par le passé, mais on va dire cette grosse crise avait commencé à tracer un peu le début du specialty. Je pense qu'avant, on parlait beaucoup plus d'embarquer du café propre, clean cup. On avait des cafés qui étaient divisés en hard bean et strictly hard bean. Et en fait, c'était vraiment une recherche on va dire, d'un manque de défaut, d'une absence de défaut au niveau des préparations et de la tasse. Et à partir en fait de la crise, en fait, la nécessité d'améliorer les prix à l'exportation et le début en fait aussi de toute on va dire la vague des Starbucks, etc., a vraiment commencé à pousser les gens à la recherche d'une qualité un peu meilleure pour arriver à augmenter les prix. Donc ça, c'était vraiment un peu le début, on va dire, de l'amélioration des qualités, de la recherche de certains profils de tasses différents. Après, on n'avait aucune relation directe à cette époque-là
entre un torréfacteur et un producteur. C'était vraiment une relation d'importateur à exportateur. Et ce n'est que quelques années plus tard que justement, on va dire, cette nouvelle vague de négoce a commencé à se développer, où on est vraiment allé après à l'extrême, où on est peut-être allé à l'extrême il y a quelques mois de cela, et on verra après ce que cette nouvelle crise va générer. C'est vrai hein, que c'était des moments très, très difficiles pour les gens qui nous écoutent. En fait, c'était une crise qui a duré bien 5 ans, qui a commencé à peu près en 98, et bon, avec des prix qui chutaient, comme tu l'as dit, et on a touché 44 centimes de dollars la livre, ce qui fait à peu près entre 80 et 90 centimes de dollars les kilos, donc ce qui est pratiquement rien. C'était un moment assez compliqué. Tu vois, au Salvador, on a eu même de la famine. On a connu la famine à cette époque. Donc, c'est vrai que sont des moments très compliqués, j'imagine, aussi pour débuter dans les cafés. Tu vois, moi, je me rappelle, c'était à une époque où mon père me disait, fais tout sauf du café. C'est pas pour moi. C'est difficile parce que c'est une industrie qui a beaucoup de volatilité, qui en fait a connu beaucoup plus d'années en dessous des coûts de production qu'au-dessus. Il faut malheureusement être clair. Après, justement, ces dernières années, on a commencé à vraiment arriver à sortir un peu plus de la négociation des contrats contre la bourse. Surtout, je pense que le Costa Rica a été pionnier par rapport à ce mouvement-là et a commencé à parler de prix fixes qui permettent justement aux producteurs de non seulement couvrir les coûts de production, mais aussi surtout faire quand même du profit, parce que si à un moment donné on veut continuer à avoir du café d'ici quelques années, il faut aussi que les gens soient intéressés par la production du café. Donc c'est vrai que ça a été un moment relativement difficile pour moi. Je partais de l'Europe, j'étais habitué à, on va dire, un peu au confort de la France, etc. Et arrivé un peu dans ce secteur qui a connu un exode vraiment massif. À cette époque-là, je me souviens qu'il y avait des zones, justement, comme la zone de Tarasú ou la zone de Pérez Celedón au Costa Rica, qui étaient réputées pour être des zones presque sans hommes, parce que tous les hommes étaient partis travailler aux États-Unis. La plupart des producteurs de café étaient serveurs dans des bars aux États-Unis ou jardiniers. Et c'est vrai que ce sont des situations, on va dire, sociales un peu marquantes. Après, comme à chaque crise, je pense qu'on était peut-être dans un conformisme jusqu'alors, et les crises nous obligent à nous remettre en question et à essayer de chercher de nouveaux systèmes de commercialisation pour arriver justement à en sortir. Donc, il faut toujours essayer de voir, on va dire, le côté positif quand on est sorti, parce que quand on est en pleine crise, bien sûr, voir le côté positif est relativement complexe. Mais si on le regarde si on voit cela avec un peu de recul, pour moi, cette crise marque vraiment le début justement de l'ère, on va dire, du specialties et d'une industrie qui est vraiment arrivée quand même à faire que le café soit aimé. Parce que ça, c'était peut-être autre chose et qui a changé drastiquement et complètement entre le début, entre les années 2000, où le café était vu comme une boisson passée de mode, un produit fort, pas forcément goûteux. Je me souviens que ma mère nous interdisait de boire du café justement avant 16 ans. Et il y avait toujours une connotation un peu négative par rapport au café. Et au niveau des jeunes, c'était une boisson qui n'était absolument pas à l'ordre du jour. C'était l'époque du Coca-Cola, etc. Donc vraiment, pareil, au niveau de demande, on était vraiment dans un marché qui était assez morose et qui était complètement aux antipodes du marché d'aujourd'hui, où en fait le café s'est complètement transformé en un produit qui est relativement bien vu et qui génère justement le côté social, où les gens apprécient la saveur, où en fait d'un produit qui était dangereux pour la santé, on est maintenant même passé à un produit qui est positif pour la santé. Donc c'est vrai que c'est une transformation qui est heureuse quand même pour notre industrie, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui aussi, le fait de voir un peu le comportement de la consommation du café en pleine crise Covid,
nous permet quand même d'être assez satisfait de travailler dans le café et pas dans d'autres secteurs qui sont beaucoup plus affectés, le tourisme, etc. Malgré les difficultés, les gens continuent et vont continuer à boire du café. Alors, le boire-t-il différemment, ça c'est autre chose, mais en tout cas, le café s'est vraiment installé dans la société pour le bien du consommateur et puis bien sûr pour le bien de nous tous. Bah oui, complètement. Non, comme tu l'as dit, en fait, c'était une époque où on parlait altitude, défaut, quantité de défauts, donc préparation, et, euh, et de voir maintenant où on est, où ça fait bouger, hein, justement. Hein. Comment une crise a dû faire que les producteurs, que les caféiculteurs deviennent réellement maîtres de leur production et pas des simples agriculteurs, quelque part. C'est une époque réellement très, très intéressante pour ça. Et qui deviennent un peu plus acteurs aussi et qui prennent beaucoup plus part on va dire à la chaîne. Je pense que c'est fondamental de toute façon et surtout dans un pays comme le Costa Rica justement où on a vraiment vu quand même une diminution des volumes de production, une diminution de la quantité de producteurs au fil des ans. Euh, on est tous dépendants de la production dans notre industrie. Alors c'est bien beau de voir le café et la production au niveau global, mais si dans 10 ans, on est soumis à un mélange entre le Brésil, la Colombie, le Vietnam, un peu d'Honduras, du Pérou, et puis on ajuste les mélanges en fonction du canal de distribution, ce sera relativement ennuyeux. Il y a tout un tas d'origines qui souffrent quand même, je crois, pas mal de tous ces aléas. Et il faut vraiment trouver quand même la capacité de faire que la jeune génération puisse prendre part justement à la production de café. Je pense qu'Aléro tout à l'heure qui était là est un bon exemple. Il y a de plus en plus de jeunes et en fait ces jeunes sont là grâce aux specialties et surtout pas parce que le Costa Rica vend du café à plus 30 au-dessus de la bourse. Sinon, personne ne serait là aujourd'hui. C'est comment l'industrie aujourd'hui par rapport à celle que tu as connue, niveau, en arrivant, niveau volume, niveau qualité, qu'est-ce qui a changé? Alors au niveau volume, on a quand même énormément diminué. Le Costa Rica est un pays, on va dire, qui… Alors c'est malheureux souvent à dire parce que dès que l'on commence à avoir une sorte de croissance économique, la production de café commence à avoir certains problèmes. En fait, ce qui se passe, c'est que le Costa Rica a vu ces caféiers qui étaient autour de la vallée centrale diminuer eu égard à la croissance qu'il y a eu durant, on va dire, les 15-25 dernières années au Costa Rica, qui a été relativement dynamique. Et donc, en fait, toutes ces plantations qui étaient autour de San José ont dû faire la concurrence aux entreprises qui venaient s'installer, au call center, à Amazon, à Intel, bien sûr aux projets immobiliers, un peu, je pense, comme des zones comme Manizales ou les Cafetero en Colombie, voire même, je pense, à Nairobi au Kenya, d'après ce que j'ai entendu. Donc, en fait, on avait vraiment le gros de la production du Costa Rica qui a commencé à diminuer. Le coût de la vie aussi a vraiment eu un gros impact au niveau justement volume, etc. Et en fait, on est passé d'une production qui, au début des années 2000, atteignait 3,6 millions de quintaux à une production qui, l'an dernier, a été la plus basse jamais connue, avec 1,7 million de quintaux. Donc, c'est une diminution qui est relativement structurelle quand même. On espère qu'elle sera limitée à un moment donné. Mais c'est vrai qu'on a vu comment justement le Costa Rica a été de toute façon obligé de passer d'un fournisseur de café mainstream, si je peux m'exprimer ainsi, à devoir se spécialiser dans le specialties et justement les micro-lots, etc., pour arriver à être rentable. Donc, sacrifier le volume pour la qualité et une meilleure valeur ajoutée. Mm. C'est, c'est, hum, c'est en effet super intéressant. Tu vois, moi, je vais toujours me rappeler de la première fois que j'ai été visité, il y a peut-être bien 5 ans, je pense, que tu avais un stagiaire avec toi qui était fils d'un producteur et que, en fait, il s'est intéressé au café,
Mais la réalité, c'est que quand on lui disait d'acheter son café ou autre, il nous expliquait que sa ferme était un endroit touristique et que ça leur apportait plus, mais que lui, en fait, c'était juste qu'il voulait, je pense, ça lui passionnait le café, mais la réalité, c'est qu'il vivait plus de ça. En fait, il faisait du tourisme. Ça a été difficile. C'est vrai que la rentabilité du café est quelque chose de très précaire. Je pense que quand même, le Costa Rica est un exemple. Alors, tout le monde considère que le Costa Rica est cher. Euh, Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce sont surtout d'autres origines qui ne sont pas justement assez chères. C'est vrai que le Costa Rica, les 2 dernières années, surtout l'an passé, s'est caractérisé pour commercialiser peut-être 70% ou 60% de sa récolte à prix fixe. Et c'est vrai qu'à des prix bien supérieurs au prix du marché. Donc c'est vrai que si on voit ça, c'est un peu comme comparer le prix d'une tomate produite par un producteur français et une tomate produite, je sais pas, peut-être en Afrique du Nord. Les coûts sont différents, les normes sociales sont différentes, les normes environnementales sont différentes. Et c'est vrai que de temps en temps, on a vraiment l'impression d'être cher parce que quand on se compare à la Colombie ou au Guatemala, bien sûr, cette année, la différence a été peut-être l'une des différences les plus importantes que l'on ait jamais connues. Sauf que ce qu'il faut dire aussi, c'est que malheureusement, ces autres origines qui n'ont pas pu arriver peut-être à vendre le café au prix qu'a connu le Costa Rica sont quand même encore très, enfin, en dessous ou vraiment au niveau des coûts de production. Donc, il n'y a aucune promotion, aucun encouragement pour ces jeunes producteurs s'ils voient que leur père arrive juste à boucler la fin du mois et sans aucun profit. Donc, en fait, nous, au Costa Rica, on voit quand même que la quantité de producteurs en 30 ans est passée de 100 000 producteurs à peu près en 86 à peine à moins de 50 000 producteurs. Le dernier recensement a eu lieu en 2014. Donc, on a quand même perdu la moitié des producteurs en 30 ans. Avec un âge qui monte. Pardon? Avec un âge qui monte, un moyen d'âge qui monte. Alors voilà, on a énormément de producteurs. Je crois que 63% des producteurs ont plus de 50 ans. La grosse question, alors c'est marrant parce que le recensement a eu lieu donc en 2014, le dernier qui soit disponible au Costa Rica. Et je pense qu'entre 2014 et 2020, le changement très rapide de l'industrie avec justement l'explosion des micro-lots et micro-milles devrait avoir quand même permis de changer tous ces indicateurs. On voit quand même qu'avec tous ces micro-lots et ces micro-bénéficiaux qui sont apparus petit à petit, les enfants des agriculteurs sont ceux souvent qui ont poussé d'ailleurs à l'ouverture de leur propre usine de transformation. Et je pense que la moyenne d'âge a dû diminuer. On voit de plus en plus de jeunes. Et on espère justement que la chute de la production en fait va se stabiliser dans ces eaux-là. On voit une énorme croissance au niveau de la zone, enfin une énorme croissance en pourcentage par rapport à la production du pays, parce que si on compare en fait la production de la zone de Tarassou en 99 et aujourd'hui, c'est à peu près la même. Sauf qu'au niveau pourcentage, en fait, cette zone est passée de 25 à presque la moitié de la production du pays. Et c'est là où on voit en fait la plus grande, peut-être le plus grand nombre de jeunes, le plus grand nombre de nouveaux entrants, on va dire, dans cette industrie-là, en espérant justement que la crise par laquelle on passe en ce moment ne va pas, à un moment donné, comme on dit, leur jouer un mauvais tour. Et d'autres chiffres assez intéressants, on avait sur le Costa Rica. Donc le Costa Rica est très, très proche du Salvador, puisqu'on transforme donc la cerise ici en utilisant donc des centrales, de grandes centrales de transformation. On avait 95 usines de transformation en 2003 et cette année, on en a 332. C'est-à-dire qu'en fait, on a perdu des producteurs, on a perdu la moitié des producteurs, mais en fait, on a une explosion du nombre d'usines de transformation de la cerise, justement eu égard à cette tendance qu'ont les producteurs de transformer leur propre café. Non, c'est super intéressant. Ça veut dire que les gens, en fait, se spécialisent. Et comme tu dis, ça se rapproche beaucoup de Salvador. Tu sais, j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit.
que je trouve assez paradoxal. Parce que tu vois, il y a encore 10 ans, je pense Taratsu, c'était un nom qui parlait au monde des cafés de qualité. Et tu vois, c'était, on va dire, les référents de la qualité de Costa Rica. Tu vois, on peut dire pour AX récent, tu vois, que ce soit les cafés qui avaient Starbucks, que ça, que l'autre. Mais en tout cas, il était connu comme ça. À ces jours, ça c'est ma première question, on voit qu'en fait, Taratsu, c'est la région qui produit le plus. Mhm. Et pas comme avant. À quoi tu penses que ça c'est dû? Est-ce que c'est une production qui monte ou juste une production qui se maintient et d'autres qui diminuent? Voilà, donc c'est clair que de toute façon, en fait, le Costa a 7 régions, mais 75% du café est produit entre 3 régions. Donc Tarasu, qui produit, je pense, 45% maintenant de ce que produit le Costa Rica, la vallée centrale, la vallée ouest en deuxième, hein, donc la zone de Naranjo, et après la vallée centrale. Et en fait, ce qui s'est passé avec Tarasu, pour moi, c'est vraiment l'exemple même de la particularité du Costa Rica. C'est-à-dire qu'on a, dans la zone de Tarasu, bon, déjà, comme tu le dis, au niveau marketing, c'est quand même une zone qui est connue, au niveau qualitatif, bien sûr, mais le nom de Tarasu est relativement bien positionné dans le monde du café. Donc, cela nous génère une demande pour ces cafés-là. Ce sont des cafés d'altitude. C'est une zone qui n'a aucune option viable de substitution du café par d'autres produits. Donc ça, c'est le point numéro un. C'est-à-dire que quand on voit qu'un producteur dans la vallée centrale ou dans la vallée ouest peut très bien avoir son fils qui travaille dans un call center ou guide touristique, ou enfin, les options d'emploi au niveau de la vallée ouest et centrale sont relativement importantes, alors que dans la zone de Tarasu, c'est une zone qui dépend essentiellement du café. Donc ça, c'est le point numéro un. Et je pense qu'avec justement la capacité que l'on a eu à commercialiser ces cafés-là avec un prix relativement rentable, on va dire, les jeunes par derrière et les producteurs par eux-mêmes ont vraiment joué le jeu. C'est-à-dire qu'après la rouille, donc déjà, la zone de Tarasu n'a pas été autant affectée que d'autres régions par la rouille parce qu'il y avait quand même relativement la maintenance des caféiers était relativement bien faite, etc. Les producteurs reçoivent un prix décent tous les ans, donc ça leur permet vraiment d'investir et de travailler dans le caféier. Donc il y a vraiment un intérêt de se lier à la production de café, ce qui ne fait que confirmer que si on arrive à payer des prix, de bons prix, les générations continueront à prendre le relais et la production du café continuera à avoir lieu. Après, c'est vrai qu'on a donc cet impact un peu de croissance économique autour de Sarrocé qui va énormément compliquer la situation des producteurs qui sont dans un rayon de 30 km ou une demi-heure, trois quarts d'heure de Sarrocé. C'est intéressant, hein. C'est réellement, tu vois, comment en fin de compte, quelque part, ça nous montre que c'était une région qui était plus faite pour faire du café que d'autres. Oui, oui, nous on le voit de toute façon au niveau, c'est vrai qu'au niveau investissement à terme, c'est une région qui offre beaucoup plus de garanties au niveau volume aussi. On a eu beaucoup de problèmes récemment avec les disponibilités de la vallée ouest, par exemple, qui d'un autre côté a été une région relativement affectée récemment par tout ce qui est changement climatique surtout. Donc c'est vrai on a la capacité d'avoir un accès au café beaucoup plus constante dans la zone de Tarasu, alors que quand on voit un peu la tendance des autres zones, on est un peu plus préoccupé à terme. Non, c'est sûr. Donc ça, tu vois, c'était la première question. La deuxième question, parce que pour les gens qui ne le savent pas, tu as quand même travaillé en tant que consultant pour beaucoup de producteurs en Amérique centrale, si je peux le dire de cette façon, pour leur aider à dénicher des marchés étrangers. Toi, tu nous as présenté
beaucoup de producteurs, que ce soit en Honduras, au Guatemala, dans ton rôle en tant que consultant pour CBI, que tu les faisais. Je vais avoir une question. Pourquoi tu penses qu'au Costa Rica, on a très probablement un des pays avec moins de surfaces certifiées biologiques, quand habituellement on parle beaucoup d'un pays vert? Oui. C'est une chose que… C'est une très bonne question. Bon, alors, déjà, ce qu'il faut voir, donc moi j'avais posé la question une fois au Guatemala, en demandant justement pourquoi ou pourquoi il y avait autant de café biologique. Et on me fait, écoute Sébastien, prends-toi un sac de 50 kilos de fertilisant et monte la montagne que tu as en face de toi avec le sac. Et tu verras si tu vas mettre du fertilisant aussi de façon aussi régulière dans ta plantation. Donc je pense qu'en fait, le Costa Rica est un pays où déjà le producteur est relativement éduqué au niveau agronomique. Donc ça, c'est un facteur relativement important. Et où on va dire la topographie et l'accès aux plantations est relativement simple. C'est-à-dire que les producteurs ont cette capacité de façon relativement facile et rapide de mettre des sacs d'engrais dans leur pick-up et d'aller dans leur plantation, de mettre leurs fertilisants, de rentrer chez eux. D'autres pays sont donc beaucoup moins faciles d'accès. On sait très bien que de temps en temps, il n'y a qu'avec des mules ou des chevaux que certaines plantations sont accessibles. Le producteur est très peu capitalisé, donc l'achat de fertilisants est presque impossible. Donc, il y a souvent ce point-là, et en fait, alors, il y a un gros débat qui peut se créer. La perte de rendement qui a été conclue par rapport au café bio, avec l'augmentation des coûts, des contraintes qui sont relativement extrêmes, fait que le producteur, grâce au prix commercial relativement bon, n'a pas forcément intérêt économiquement parlant à faire du café bio. Alors le fait de ne pas faire du café bio, par contre, ça ne veut absolument pas dire que c'est une industrie qui pollue. Il y a eu beaucoup d'alternatives, il y a une sorte d'équilibre justement. Je pense que la révolution verte que l'on a eue dans les années 70 qui a apporté énormément, on va dire, d'effets négatifs avec la perte de l'ombrage, etc. Et derrière nous, les producteurs se sont rendus de toute façon compte récemment que le fait de remettre de toute façon de l'ombre dans les caféiers, d'avoir ces sols remplis de matière végétale, etc., permettent d'augmenter la longévité des caféiers, permettent d'avoir une production beaucoup plus stable, etc. Donc, c'est pas parce que l'on ne produit pas de café bio que l'on produit du mauvais café. Mais le café bio, malheureusement, c'est souvent du bio par défaut. Aussi, il y a beaucoup de zones qui n'ont absolument aucune option, excepté celle de produire du café bio. En fait, la technification du Costa Rica et donc la facilité d'accès, pour moi, joue un peu en défaveur du café biologique. Et après, il faut être aussi très honnête. Malheureusement, d'autres pays voisins et amis ont fait chuter les prix du café bio de façon telle que on se demande vraiment comment certains peuvent être rentables en faisant du café bio au prix qui sont souvent le cas sur le marché. Donc ça, c'est quand même aussi un facteur qu'il faut de toute façon faire mention. Il y a un prix minimum, je pense, à respecter pour que la production soit rentable. Et on a eu, je ne veux pas dire dumping, mais bon, des pays qui ont vraiment augmenté les volumes de café bio, qui ont tout fait exploser. Donc le Costa Rica n'a absolument pas sa place, malheureusement, dans ce marché-là, puisque si on veut essayer de vendre du café bio pour des supermarchés, etc., on n'aura jamais la possibilité d'être compétitif. Oui, non, mais complètement. Non, mais c'est très intéressant. Et je pense qu'à partir de ça, on peut partir sur un prochain sujet assez intéressant. Je profite juste pour dire, vous pouvez commencer à poser des questions. On les répondra, on commencera à répondre au fur et à mesure. Mais ça nous permet de passer au point suivant, qui est les cafés Tico. Les cafés Tico, c'est un café qu'on a développé ensemble depuis déjà un moment, avec une coopérative qui est Copo Naranjo, et que cette année,
on a fait une évolution au niveau qualité et traçabilité. Tu te rappelles, on discutait l'autre jour pour différentes raisons, on a décidé de le faire, mais on voit réellement que l'intérêt dans les deux sens est intéressant. Tu connais un peu nos gammes et on s'est dit effectivement pour Belco, il n'y a pas un intérêt de faire un café label au Costa Rica, mais plutôt se positionner sur un café de terroir. Et j'ai fait un parallèle et je passe sur ces points-là pour une raison très intéressante, parce que tu parlais justement, c'est pas parce que c'est des cafés qui sont pas bio qu'ils sont pas propres. Et justement, l'Etico, il fait partie d'un projet assez intéressant d'être un des premiers cafés à souscrire à la réduction des émissions. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus? Ce qu'il faut, c'est déjà savoir que le Costa Rica comme pays a mis en place énormément de normes sociales et environnementales depuis des années. Donc au niveau du secteur café au Costa Rica, on a aussi voulu communiquer au marché le fait de leur dire que le Costa Rica est presque un pays certifié par lui-même. C'est-à-dire que, par exemple, juste avant de passer au TICO, c'est quand même important de savoir que depuis 1997, c'est une obligation au Costa Rica que chaque usine de transformation ait des lagunes d'oxydation. Maintenant, on est passé à l'aspersion pour justement décontaminer les eaux usées. Donc ça, c'est une loi, c'est une obligation, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun permis de fonctionnement d'usine de transformation au Costa Rica qui puisse être livré à des usines qui ne puissent pas garantir que l'eau est complètement traitée et avant justement d'être remis dans la nature. Ça, c'est l'un des points relativement importants. Depuis 1990, le Costa Rica a diminué l'utilisation de l'eau de 90%. Ça, c'est un autre point. L'utilisation des ressources hydriques. Malheureusement, on a tous affaire à une diminution des pluies un peu partout. Le Costa Rica ne fait malheureusement pas exception, bien qu'on ait la chance d'être dans un pays beaucoup plus vert que les autres, mais on a vu, et donc la zone de Naranjo, justement, on en parlera tout à l'heure, a été directement impactée par cette sécheresse. Et en fait, le changement au niveau de la transformation du café, en particulier au niveau de la fermentation, a permis une énorme réduction de la consommation d'eau. Donc ça, ce sont des points qui sont relativement importants puisque on n'est peut-être pas bio, mais le Costa Rica a énormément travaillé pour diminuer le plus possible sa pression sur l'environnement. Et justement, alors la coopérative fait partie d'un projet au niveau national, justement de changement, de diminution donc de l'émission du dioxyde de carbone, de diminution d'utilisation des ressources hydriques et donc de diminution également du coût énergétique au niveau donc des centrales de transformation qui peuvent être relativement importantes. Donc en fait, l'autre jour, on en parlait justement avec la coopérative quand j'ai commencé à faire un peu de recherche. Il y a eu plus d'1 million de dollars qui ont été investis récemment pour justement essayer d'améliorer tout ce qui est transformation du café. Donc que ce soit au niveau de la réduction de la production d'électricité, la coopérative aujourd'hui est autosuffisante au niveau de la production d'électricité. Elle a investi presque 400 000 dollars sur la création d'une usine hydroélectrique. Donc, elle produit et génère un excès même d'électricité que l'entreprise nationale d'énergie dispose. En fait, il y a eu une économie de 220 000 dollars par an. Donc, l'investissement a été rentabilisé en 2 ans à peu près. D'une consommation de 1,3 million, il me disait, de kilowatts, elle est allée à une génération d'un excès de 700 000 kilowatts annuels. Pareil, donc au niveau de l'utilisation des eaux, il y a eu un investissement d'environ 200 000 dollars qui a été fait pour toute la transformation du train de fermentation. Donc, on utilise maintenant les desmosilharinaoras, c'est un mot un peu barbare. Je ne sais pas si les gens savent, mais en fait, on a 2 moyens de fermenter les cafés. Donc, le moyen qui était utilisé avant, c'est-à-dire le café mis dans des tanks de fermentation qui doivent être remplis d'eau et donc dans lesquels le café va rester entre 18 et 36 heures, tout dépend de la température extérieure, de l'altitude, etc. Donc, en fait, la consommation d'eau
ce genre de fermentation est énorme. Et au jour d'aujourd'hui, personne ne peut se permettre de dépenser une quantité d'eau telle. Et la coopérative est passée de 300 000 litres d'eau à 230 litres d'eau, justement pour transformer la même quantité de café, à peu près le fameux quintal de café. Donc, il y a une diminution relativement importante de la consommation d'eau. Et également un investissement au niveau du séchage, puisque là, c'est plus par rapport justement à la consommation de bois, etc. Donc, on utilise pour la plupart du temps le pergamino, donc la parche du café pour sécher le café. Mais il y a de temps en temps certains fours qui doivent être alimentés. Et là, c'est pareil, on est passé de 3000 m3 à 700 m3 par l'amélioration de tout ce qui est four et l'investissement sur une machine qui s'appelle la Centriflux, qui a permis en fait d'essorer un peu plus le café et de faire que le café arrive dans la zone de pré-séchage avec une quantité moindre d'eau, ce qui permet justement d'améliorer la productivité du séchage. Donc en fait, tout ça, ça permet de limiter l'émission de dioxyde de carbone et d'arriver à réduire justement la fameuse trace carbone que le Costa Rica a l'objectif d'être carbone neutre d'ici quelques années. On ne sait pas trop. Ils avaient parlé de 2021, on verra avec tout ça s'ils y arrivent. Avec tout ce qui se passe, mais c'est intéressant hein, parce que c'est réellement un des pays qui se met vraiment le plus sur cette voie-là. Et comme tu l'as dit, hein, là, dans les cafés, c'est pas une question de on n'est pas bio, mais en fait, on fait quand même beaucoup de choses qui ne se font pas ailleurs. Donc, ce qui est, c'est important de le savoir parce que ça fait partie aussi du coût. On ne peut pas prétendre respecter l'environnement, mettre en place tout un tas de systèmes de décontamination, payer bien les gens parce que c'est pareil, au niveau social au Costa Rica, les cueilleurs ont un salaire minimum. Les cueilleurs, à partir de l'année prochaine, vont être assurés à la caisse de sécurité sociale du Costa Rica. Donc, tout ça a un coût. On ne peut pas prétendre vouloir faire beaucoup de choses sans malheureusement augmenter les coûts de production. Et je pense que le Costa Rica est quand même un pays qui peut être cité en exemple par rapport à ça, parce que je pense que l'industrie a fait énormément pour la protection de l'environnement et pour la protection aussi du producteur, parce que l'autre point aussi important à mentionner, à spécifier, c'est que 80% du prix FOB, du prix du Costa Rica, donc le café est cher, mais 80% du prix FOB revient dans la poche du producteur. Et ça, c'est pareil. Tous les pays ne sont quand même pas capables de garantir cela. L'Institut du café a fait un travail phénoménal par rapport au contrôle de toute l'industrie du café. Et en fait, ce prix élevé, par exemple, quand on parle justement du TICO, on est arrivé à donner une prime de 35 $ de plus aux producteurs qui, en fait, à un moment donné, étaient plus ou moins séduits par le fait de livrer leur café à des micro-bénéficiaux qui étaient à côté. Donc, en fait, on a eu une perte. On avait deux objectifs principaux par rapport à ce projet-là. C'était commencer à monter en gamme. Comme tu l'as dit, le Costa Rica ne peut absolument pas être concurrentiel, enfin faire concurrence ou être productif dans un segment où les prix sont relativement compétitifs. Et on est obligé de monter en gamme. Et à partir de cette montée en gamme, on voulait aussi, avec la coopérative, récupérer tous ces producteurs qui, il y a des années de ça, livraient leur café à la coopérative et qui récemment, avec l'éclosion des micro-bénéficiaux, la zone de Naranjo est l'une des zones les plus réputées au niveau qualité au Costa Rica avec Tarasu. Et on voyait en fait tous ces producteurs qui de plus en plus livraient une partie de leur café aux micro-bénéficiaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du prix de vente, on a réussi à avoir un prix de vente beaucoup plus compétitif que les micro-bénéficiaux. Je ne peux pas dire la moitié, mais je crois que le café vaut peut-être 60% la valeur, enfin 60% de la valeur d'un micro-lot, tout en payant le producteur presque au même prix que ce qu'il aurait reçu en livrant son café à un micro-bénéficiaire. Donc ça a permis de stabiliser un peu l'affiliation à la coopérative et de maintenir des volumes qui, donc, comme je disais, dans une zone qui a perdu beaucoup de production. Ces cafés-là viennent de 6 zones qui ont été identifiées. Ce sont des cafés qui vont vers des 1350 à 1750 mètres d'altitude. Et en fait, la coopérative a
redessiner complètement son système d'achat des cafés, puisque la cerise est livrée à des zones de ce que l'on appelle des zones de réception de la cerise, qui maintenant sont divisées en deux, c'est-à-dire la qualité typo d'un côté et l'autre qualité de l'autre. Tout ça, c'est transporté et après transformé de manière séparée. Donc, justement, pour arriver à avoir un produit un peu plus compétitif sur le marché et puis être un peu plus, pareil, arriver à payer un peu mieux le producteur sur place. Donc ça, c'est un peu les cafés Tico que vous savez où dans vos box pour dégustation. J'ai une question anonyme. Quelqu'un qui n'ose pas se présenter, mais Seb, ils disent moitié de la vie en France, moitié de la vie au Costa Rica. Parallèle, quelles sont les coïncidences entre les deux pays et les divergences? Alors donc cette personne doit connaître mon âge à peu près. C'est une très bonne question. Moi, j'ai vécu 2 ans au Nicaragua. C'est quelque chose que je tenais aussi à dire entre 2003 et 2005. C'est un pays qui est quand même assez particulier. Il y a quand même une sorte de, il y a eu un développement social de toute façon depuis historiquement parlant de toute façon au Costa Rica, qui fait qu'il y a énormément de stabilité encore, en espérant bien sûr que cela continue. Il y a quand même une éducation, une culture relativement. Alors, je ne veux absolument pas offenser les autres pays, bien sûr. On me demande un peu vers l'équilibre. Je ne veux pas dire non, il dit que les autres non, non, absolument pas. Mais c'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'il y a un impact qui se fait ici, et je pense que c'est quelque chose de relativement important. On voit que les choses avancent, on voit qu'en fait, on ne met pas de l'eau dans un seau percé. La partie culturelle, moi je suis dans une zone où en fait on est proche du lycée franco-costaricien. Il y a beaucoup de compatriotes, même si en fait je crois que la plus grande partie de ma vie, je l'ai passée de toute façon plus avec les costariciens qu'avec les expats. En fait, il y a eu une énorme capacité d'intégration. Je pense que c'est un pays qui vraiment est relativement ouvert par rapport on va dire à l'étranger, puisque bon, je suis étranger ici. Alors c'est un pays qui par contre est de plus en plus cher. Là par contre je crois que la France devient presque moins chère que le Costa Rica, donc c'est vrai que c'est une grosse préoccupation récemment. Donc en fait il y a un dépaysement mais qui n'est pas extrême. Il y a d'autres pays qui vont beaucoup plus loin par rapport justement au dépaysement, et en fait je me suis vraiment rapidement intégré. J'ai trouvé une passion de toute façon, il faut l'avouer. Quand on m'a offert le poste à la fin de mon stage, je savais que le café était ce qu'il fallait que je fasse. Donc en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de... C'est un pays qui est très proche on va dire, de la mentalité européenne, et sous pas mal d'aspects. J'espère que j'ai répondu un peu à la question, mais après, oui, la France, je l'ai quittée donc au début des années 2000. C'était une France qui était relativement différente à la France d'aujourd'hui. Je ne sais même pas si la France d'aujourd'hui, je la connais aussi bien, puisque en fait, je reviens de temps en temps 1 mois par an, quand cela est possible. J'ai vraiment l'impression de temps en temps d'avoir raté un wagon. Je me trouve de temps en temps face à des situations qui sont nouvelles pour moi. Mais si, pour en revenir par rapport à ça, que ce soit au niveau gastronomique, que ce soit au niveau social, au niveau, c'est un pays qui est relativement intéressant au niveau intégration. Ok. Non. Intéressant. On va passer justement au prochain sujet qu'on s'était dit qu'on voulait parler. C'est justement le Costa Rica. Il a fait comment face au Covid? Alors, pour le moment, ça se passe relativement bien. D'ailleurs, avec tout un tas d'amis, on était en train de se demander quelle était la recette magique. Je crois que l'on a 860 cas recensés, on a 10 morts. Et encore, on a eu, je crois, 3 morts la semaine dernière. Donc, jusqu'à la semaine dernière, on avait 7 morts.
Je pense que le pays a vu un peu de toute façon ce qui se passait en Asie et en Europe, donc cela a permis aussi de réagir relativement vite. Je pense que la population a rapidement accepté donc, de s'isoler. Alors ça a été un confinement qui a été beaucoup plus flexible quand même, beaucoup moins strict que ce qu'il a été en Europe. Mais bon, de toute façon, l'économie a été plus ou moins fermée. Pour le moment, on n'a pas forcément d'impact négatif au niveau approvisionnement, au niveau exportation, sauf que depuis hier, donc on avait le Costa Rica a pris, donc les frontières bien sûr, sont bien sûr fermées pour le transit des personnes. Le transit des marchandises était autorisé. Le Costa Rica a décidé de prendre des mesures assez strictes par rapport au transbordement des conteneurs en provenance du Nicaragua et du Panama. En bougeant tous ces conteneurs par convoi de 50 camions, en demandant aux transporteurs, aux chauffeurs de changer de camion à l'entrée du Costa Rica. Et apparemment, donc, ça a créé des tensions. Et depuis hier, donc, le Nicaragua et le Panama ont fermé leurs frontières, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de marchandises capables de rentrer au Costa Rica. Donc, alors, je pense que ce sont des négociations à avoir avec le Panama, ça ne devrait pas prendre longtemps. Après, avec le Nicaragua, c'est toujours un peu plus délicat, surtout vu la gestion de la crise en ce moment là-bas. Donc, je dirais que pour le moment, c'est une gestion qui a été assez pragmatique. Je pense que ça parle énormément aussi de l'investissement social que le Costa Rica a fait depuis des années par rapport au secteur santé. C'est là où on voit vraiment la capacité des pays à gérer ces crises, et la plupart des pays qui sont bouffés par la corruption depuis des années ont des systèmes de santé complètement obsolètes qui ne fonctionnent absolument pas. Je pense que le Costa Rica a réussi à démontrer qu'il y avait la capacité de tester. Je pense qu'il y a l'hydrochloroquine qui a fait beaucoup parler. Je pense que en fonction des cas, c'est utilisé. L'utilisation de plasma. Donc, je dirais qu'on commence à avoir un peu la fin ici. Tout le monde, bien sûr, est préoccupé par rapport à la possible deuxième vague, etc. On ne peut rien faire d'autre. De toute façon, je crois qu'on est obligé d'y aller. Donc là, l'économie commence à se rouvrir petit à petit. Par contre, oui, ça va faire mal. Ça va faire mal. Je crois que le tourisme est complètement enfin, il est dans le marasme. Le tourisme représente 8% du PIB. Donc, il va falloir voir un peu à quoi on va s'attendre d'ici quelques mois au niveau social. C'est là où ça fait un peu peur quand même. On a Fabrice Robin qui est torréfacteur qui nous salue, qui lève la main. Bonjour Fabrice. On a une question de Morgan d'Achner que je pense que tu connais. Oui, bien sûr, oui. Salut Morgan. Le Costa Rica dépend beaucoup du tourisme. Crois-tu que la crise actuelle va occasionner un retour au plus d'agriculture? Alors, c'est une bonne question. Alors, le tourisme, bon, c'est surtout sur des zones où il n'y a pas trop de production de café. C'est surtout donc, dans la zone, tout ce qui est Guanacaste, bon, la vallée centrale, bien sûr, et le tourisme. En fait, ce qui a vraiment porté préjudice à la production de café ici, c'est le développement de la construction. Les fameuses tours, les logements, etc., les entreprises. En fait, la préoccupation par rapport justement à l'arrêt du tourisme, c'est l'impact que cela va avoir sur beaucoup de producteurs, indirectement des producteurs de café, puisqu'il y a quand même un marché local relativement dynamique grâce au tourisme. Et après, tout ce qui est producteur de fruits et légumes qui livraient leurs produits aux restaurants, aux hôtels qui aujourd'hui sont encore fermés. Alors, est-ce que l'on va arriver à repartir relativement vite? Je pense pas. Je suis très négatif par rapport au tourisme, surtout international. Le tourisme local, les gens doivent s'adapter au niveau des prix. Tout le monde demande à ce que les prix diminuent parce que les prix pratiqués par les hôtels, etc., et les restaurants sont beaucoup trop hauts. Il y a une tentative de se réorienter, bien sûr, sur le tourisme local. Je pense que tous les pays du monde sont de toute façon derrière la même stratégie, parce que le tourisme international va mettre du temps. Alors après, voilà, est-ce que la diminution du tourisme va permettre à la production de café de croître? Il y a beaucoup de plantations qui dépendaient. Moi, je vois que Cupro Naranjo est un exemple. Cupro Naranjo, c'est l'un des confitours les plus réputés du Costa Rica, justement. Ça leur permet d'investir dans la plantation tout en percevant donc, des revenus du tourisme. Donc, c'est délicat. Moi, je ne serais
pas du fait à dire que le tourisme a porté préjudice à la production de café ou à la production en général. Alors bien sûr, le tourisme a un effet négatif de toute façon au niveau de l'utilisation des eaux. Il y a beaucoup de l'eau, il y a beaucoup de problèmes d'accès aux ressources hydriques dans le Guanacaste, ou même au niveau des parcs nationaux. Alors on a la grande chance d'avoir énormément de parcs nationaux, mais quand vous avez 1500 touristes dans un parc, de toute façon, il y a un impact environnemental, que ce soit au niveau de la faune ou de la flore indirect, qu'on le veuille ou non. Donc, sur ça, oui, il y a une baisse, il y a une diminution. On va dire la nature va prendre un peu sa pause. Et après, il va falloir voir un peu. Mais l'impact sur le court terme est plus négatif, je dirais, par rapport au secteur productif, eu égard à la diminution du tourisme. Non, non, mais c'est sûr, et ça prend du temps, hein, que ce soit l'agriculture. Tu vois, si quelqu'un veut devenir agriculteur, ça se trouve, dans un an qu'il va commencer à produire ce qu'il décide de produire, le tourisme sera de retour et peut-être ça ne lui intéresserait pas. Alors, c'est une question qui est relativement intéressante dans des endroits comme Quindío en Colombie ou tout ça, où les plantations sont plus des zones justement de réception du tourisme. Hein. La Colombie et cette zone de l'Eje Cafetero a développé énormément, on va dire, le tourisme lié au café, donc plus tourisme avec un peu de café. Et au Costa Rica, c'est quand même encore moins le cas. Mais il y a des zones comme Monteverde, par exemple, un peu plus au nord, donc qui est une zone relativement réputée pour sa végétation, etc., où justement les tourismes tiraient vers le haut la production de café, puisque bon, il y avait des cafétérias qui s'étaient ouvertes, les gens allaient voir comment se produisait le café, etc. Donc, je le voyais plus positif, et c'est vrai que l'arrêt du tourisme je pense, va porter un coup assez négatif à ce secteur-là. On a une question de Fabrice Robin. Donc, il dit: j'ai eu la chance de visiter ces pays au début de mon activité de torréfacteur il y a plus de 10 ans. Et j'ai franchement apprécié ces microclimats, sa faune de folie, l'accueil des costariciens, la sécurité des pays et déjà l'approche durable que les exploitations caféicoles pratiquaient. Voyage initiatique pour moi, il dit. Ma question: qu'est-ce qui différencie le café de Costa Rica de ces boissons? Est-ce que c'est des choses de variété? Est-ce que c'est les process les plus durables? Alors, c'est une bonne question. Alors, bon, comme le disait Aléro un peu tout à l'heure, je pense que le Costa Rica, vraiment récemment, s'est quand même spécialisé énormément sur la différenciation des process, surtout. Il y a eu une explosion. Je pense que les cafés nature au niveau Centre-Amérique sont nés, je pense, au Costa Rica. Je pense vers 2005. Les cafés Roni, maintenant, tout ce qui est anaérobie, qui est thermique. Et donc, les gens continuent à expérimenter. Donc ça, je pense que c'est la première chose au niveau de différence. Je pense que c'est une industrie qui génère beaucoup de confiance aussi. C'est-à-dire que rares sont les fois où on a entendu parler de default, de livraison, même retard de livraison. Nous, on a vraiment, sur ce point-là, on a une confiance énorme par rapport à notre chaîne d'approvisionnement. Le service est relativement bon. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est important au niveau industrie de savoir qu'il y a ce contrôle derrière. Quand justement ces gens-là voyagent au Costa Rica, je pense que rarement ils ont été confrontés à la pauvreté que l'on a vu dans d'autres zones de production du café dans le monde. Et ça, ça fait partie des choses qui me rendent fier par rapport au Costa Rica, qui m'attriste énormément, qui me choque énormément par rapport à certains pays où au bout d'une semaine, on en a vraiment marre de voir que l'on travaille dans un secteur qui, dans ce cas-là, je ne veux pas dire génère de la pauvreté, mais qui n'est jamais arrivé à faire sortir les gens. Alors, c'est pas que le café, c'est quelque chose de beaucoup plus macro, beaucoup plus global. Hein. Mais au moins au Costa Rica, quand on va visiter les producteurs, quand on va dans des zones de production, on a, je pense, cette fierté de voir que les gens vivent bien, que les gens sont heureux, alors avec leurs problèmes comme tout chacun. Mais je pense que c'est ça aussi qui différencie l'industrie du Costa Rica, c'est qu'on est arrivé à générer une industrie relativement durable, respectueuse, je pense, du producteur,
respectueuse du client, parce que pareil, demander des sommes astronomiques d'argent sans garantir que cet argent revienne dans la poche du producteur, cela me paraît relativement aussi malheureux. Donc je pense que c'est un peu tout ça qui pourrait nous différencier du reste. Effectivement, il dit Fabrice, population éduquée, j'ai pas eu la pauvreté. Seb, est-ce que ça te dit, tu as écrit il y a quelques semaines, bien peut-être un mois, je pense un peu pour tes clients, tes partenaires, mais aussi pour tes amis, un analyse que j'ai trouvé un des, si je peux le dire, un des analyses les plus intelligents que j'ai pu lire sur l'avenir des cafés de spécialité. D'après toi, vous, ce qui s'est passé à ces jours à cause de Covid, parce que, bah, effectivement, il faut se dire, c'est des situations assez compliquées qu'on vit, mais en même temps, comme tu disais, ça nous montre aussi beaucoup de faiblesses que le monde des cafés de spécialité a à ces jours. Et tu faisais une analogie avec les films, je ne sais pas comment il a été traduit en français, des Good, des Bad and the Ugly. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton analyse, ta synthèse de l'avenir de café spécialité? Alors, tout d'abord, il faut éviter de temps en temps de réagir dans l'urgence. Je crois qu'on a tous été choqués un peu par l'impact qu'a eu la crise il y a quelques semaines de ça. Donc, il va falloir voir, la première question, c'est de voir si le consommateur va reprendre les habitudes d'avant et ce ne sera qu'un mauvais souvenir d'ici 1 an et demi, ou si bien justement les modes de consommation vont changer. En fait, nous, ce que l'on voit au niveau origine, donc le Costa Rica, on va dire, a eu la chance d'avoir terminé son cycle productif avant que la situation donc, ne commence à se compliquer. On est en plein dans la saison des exportations. Par contre, c'est arrivé au moment où la plupart de ces producteurs de micro-lots offraient leurs échantillons aux exportateurs. Et on a eu un arrêt total des achats. Donc, nous, dans notre cas, on a été un peu, on va dire, privilégiés parce que la plupart de nos clients avaient déjà acheté leur café. Mais beaucoup de ces producteurs, de ces nouveaux producteurs qui arrivaient sur le marché pour offrir leur récolte, se sont vus malheureusement dire qu'il n'y avait plus de marché pour ça. Donc, moi, en fait, l'analyse que j'avais un peu, c'est que depuis quelques années, je sens qu'on va un peu vers l'artificiel à un moment donné. On a perdu, je pense, pas mal de notions de pragmatisme, de rentabilité, d'efficacité. Et on est en train d'exposer un producteur et un torréfacteur tout seul de temps en temps. Et dans un environnement comme celui d'aujourd'hui, ce sont on va dire, deux entités qui ont pris de plein fouet la crise. C'est-à-dire que tout ce modèle, alors le fameux direct trade, on a tous une définition particulière par rapport à ça. On a vraiment vu que l'absence de support, l'absence d'appui à l'intérieur de la chaîne a joué complètement en défaveur des deux parties. C'est-à-dire que le producteur n'a plus trouvé personne pour lui acheter sa production, pour le payer, etc. Le torréfacteur qui s'était engagé tout d'un coup réagit et s'est rendu compte qu'il n'avait absolument pas la capacité de torréfier ce café-là et encore moins peut-être de le payer. Et je pense que ça va jouer énormément en faveur de la redéfinition de la chaîne d'approvisionnement. Moi, je suis convaincu qu'en fait, chacun des acteurs de la chaîne a sa responsabilité et a son travail à faire. Et de temps en temps, j'ai été assez surpris de voir comment on allait directement de l'autre côté, d'un côté ou de l'autre, en pensant que c'était la solution à tous les maux, et on se rend compte aujourd'hui que non. C'est-à-dire que tous ceux qui ont réussi à avoir un importateur et un exportateur solide et confiant pour leur permettre justement de commercialiser cette production sont beaucoup plus protégés au jour d'aujourd'hui que beaucoup de producteurs qui sont allés vendre leur café directement ou des torréfacteurs qui sont allés l'acheter directement.
Ce qu'il faut voir, c'est que tous ces cafés nature, tous ces cafés anaérobiques, parce que ça a été la mode, etc., il y a une quantité énorme de café qui ne va pas se vendre cette année. Et personne ne peut l'acheter. Un café lavé, n'importe quel exportateur peut l'acheter. Très probablement mélangé dans une coopérative. Alors, un café lavé non vendu, oui. Un café anaérobique mélangé avec du… C'est là où on a un énorme problème par rapport à l'absence de marché pour ces cafés spécifiques. C'est très, très, très difficile pour ces cafés-là. Alors, ce sont des petits lots. De temps en temps, ce sont 3 sacs, 10 sacs, 15 sacs. Mais enfin, bon, quand on commence à additionner et quand en plus de ça, on multiplie par la quantité de producteurs. Cette année, tout le monde nous parlait d'anaérobique au Costa Rica. On a commencé à poser beaucoup de questions aux producteurs en disant, vous êtes sûr? Parce qu'on voit des anaérobiques qui font des cafés superbes, mais on voit aussi des process qui font des cafés désastreux. Donc, c'est du café qui est perdu, de toute façon, déjà dès le début. Donc, c'est là où il va falloir voir un peu comment la chaîne d'approvisionnement demain va se remettre en place pour permettre que ce torréfacteur continue à avoir la qualité qu'il achetait, en se posant aussi la question de savoir quelle sera la capacité d'achat de ces torréfacteurs-là, que ce soit au niveau du prix et bien sûr au niveau des qualités. Ouais, non, mais complètement. Tu sais, il y a un dicton qu'on dit en espagnol, on dit parfois il faut avoir un océan de possibilités, mais avec 1 centimètre de profondeur. Et je pense que ça montrait beaucoup parce que les cas, comme tu le dis, que ça peut être des torréfacteurs, ça peut être aussi certains coffee hunters un peu l'importation qui les faisait parce qu'effectivement, comme tu dis, un des grands problèmes, c'était de ne pas avoir des contrats, en fait, et qui montre peut-être une solidité qui n'existait pas, en tout cas. Et le capital surtout, parce que on s'est rendu compte, on a eu beaucoup, de plus en plus en fait de structures qui rentraient sur le marché parce qu'elles connaissaient quelqu'un dans un pays ou parce qu'elles parlaient la langue ou parce qu'elles avaient une capacité marketing qui faisait que tout se voyait sous un angle relativement romantique et attrayant. Celui qui n'a pas de capital aujourd'hui, celui qui n'a pas de trésorerie, il va pas tenir. C'est trop brusque, c'est trop fort ce que l'on vient de vivre. Personne, bien sûr, ne s'y attendait. Même des structures qui sont là depuis des années ont du mal parce qu'on est en fait en face d'une vague de café qui arrive d'Amérique centrale sans pouvoir être vendu à un client. Donc, il y a un stockage énorme. Donc, les trésoreries sont mises à rude épreuve en ce moment. Et on pense que de temps en temps, on a exposé beaucoup trop peut-être ce producteur-là. Et ces 50 sacs que ce producteur-là va devoir vendre à un prix, on va dire, de marché, va sûrement porter préjudice par rapport à l'offre disponible l'année prochaine. Il va falloir se poser pas mal de questions sur ça. Bah oui, c'est sûr. En fait, tu sais, on discutait de ça l'autre jour, mais effectivement, l'effet de cette société hyper connectée, que ce soit via Internet, les réseaux sociaux, etc., avec la facilité de pouvoir voyager, avec une facilité qui est assez grande, en fait, a fait penser à certains types de sociétés ou d'entreprises qu'en fait, le travail, c'était ça, mais c'était pas ça. On va devoir anticiper une manière d'acheter complètement différente. Par exemple, l'année prochaine, nous on passe nos presque 2 mois, janvier, février, avec des visites toutes les semaines. Je ne sais pas qui va venir visiter les plantations l'année prochaine. Quand on voit l'incertitude qu'il y a par rapport, ne serait-ce que les vols par eux-mêmes, les mesures sanitaires qui vont devoir être prises dans les aéroports, puis on se pose la question, tant qu'il n'y a pas de vaccin, pourquoi s'exposer à faire quelque chose qui, en fait, ne va pas empêcher le torréfacteur de vendre son café? Ouais. C'est pas parce que tu n'es pas allé en Colombie ou que tu n'es pas allé au Costa Rica que tu ne peux pas acheter ce café-là ou que tu ne peux pas le vendre à ton consommateur. Donc, en fait, ce que l'on fait en ce moment-là, c'est ces connexions. En fait, moi, j'ai appelé ça comme le Zoom Origin Trip. Je pense qu'à un moment donné, on va se dire, bah, écoute, on dépense beaucoup moins d'argent, on dépense beaucoup moins de temps, on s'assoit, on se boit un café, on se connecte avec tous nos producteurs
on parle de ce que l'on aurait parlé en étant dans la plantation, sans pour autant faire l'effort ou l'investissement, parce que la gestion du coût et de la structure de coût va être à l'ordre du jour dans quelques semaines pour nombre de torréfacteurs. Est-ce que le budget du torréfacteur demain va être de voyager dans n'importe quel pays, alors qu'il y a beaucoup d'autres priorités pour remettre un peu toute la machine en place et puis pour retrouver, pour se réinventer. De toute façon, on doit tous se réinventer. Le torréfacteur doit voir comment il dépend moins peut-être de son point de vente, etc. Donc déjà, les visites en origine vont être, je pense, relativement réduites. Et je pense que le torréfacteur, enfin, si moi j'étais torréfacteur aujourd'hui, j'irais voir mon importateur en lui disant, écoute, tout ce que l'on a fait jusqu'à présent, on veut continuer, on veut connaître le producteur, on veut savoir tout ce que l'on a à savoir, la transparence, etc. Sauf qu'il faut que tu fasses le boulot pour nous, parce que ça sert, je pense, moi, à rien de s'orienter vers quelque chose qui nous sort en fait de notre objectif principal, qui est recommencer à vendre du café, à faire du business et être pragmatique au niveau des coûts. Non, mais complètement. Et tu vois, c'est ce que je te disais aussi, on a obligé certains principes aussi des bases de la profession. Tu sais, je te disais, j'ai discuté avec une productrice au Salvador qui me disait, bah, cette année, je ne vais pas vendre parce que mon torréfacteur, il n'est pas venu et il ne va pas choisir ses lots. Et elle disait, mais tu sais, en fait, c'est un torréfacteur qui t'achète du café depuis 10 ans. Tu pourras faire très facilement un contrat en avance avec une clause des sujets d'agréage d'échantillons, tu vois. Et pour toi comme pour moi, c'est des choses qui sont logiques et habituelles. Nous s'il y a un exemple que l'on peut donner, justement, nous, on fait 3 conteneurs de micro-lots par an aux États-Unis. Tous les ans, cet acheteur vient avec les torréfacteurs. Les torréfacteurs donc, passent leurs commandes, etc. Et cette année, donc en plus, ils sont dans une zone relativement affectée par le Covid-19, pardon. Et cette année, l'achat des torréfacteurs n'est même pas la moitié des 3 conteneurs. C'est-à-dire et lui a continué à nous acheter ces 3 conteneurs. Quand même. Donc, il a fallu qu'on parle à nos producteurs quand même. On a demandé certaines réductions de prix qui, même en les ayant obtenues, sont encore des prix relativement bons. On disait aux producteurs, écoutez, même avec cette réduction, c'est quand même un super prix. Mais cet importateur-là a continué à nous acheter le café. Parce qu'il nous a dit, non, ça fait des années qu'on travaille, on connaît les producteurs, etc. Par contre, ce qu'il faut que tu saches, c'est que 60% de ce que je t'achète n'est pas vendu. Donc, c'est là où on parlait de capacité de capitalisation, de trésorerie, parce qu'il faut avoir un muscle financier pour permettre que l'impact ne soit pas encore une fois subi par le producteur, parce que c'est quand même triste de voir que pour la première fois, on a une crise énorme de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la consommation. Toutes les crises étaient de notre côté jusqu'à cette époque-là. Sauf que cette crise, au niveau de la consommation, de toute façon, va impacter les producteurs, surtout de ce segment de specialties. Parce que le reste, le supermarché, la vente en ligne, bon, on est à la bourre. Par contre, le Costa Rica n'est pas forcément une origine qui se vend en supermarché, de ce que l'on a, à cause de ce que l'on a parlé un peu plus en avant. Donc, tous ces producteurs-là, que ce soit au Salvador, que ce soit en Colombie, au Guatemala, qui faisaient leur micro-lot, l'année prochaine, la demande va quand même être relativement moindre, parce qu'on s'attend quand même à un énorme stockage de toute façon. Ces 3 mois de consommation sont perdus. On ne va jamais pouvoir les récupérer. Et donc, c'est là où la solidité, en fait, des intervenants, parce qu'on les a souvent appelés des intermédiaires, mais moi, je pense que si on a un service et une valeur ajoutée, que ce soit au niveau de l'exportation, au niveau de l'importation, on n'est pas des intermédiaires, on est des intervenants et on permet justement que la chaîne fonctionne de façon optimale. Parce que les coûts logistiques aussi, il faut quand même le spécifier. C'est relativement facile de prendre un avion ou de tapoter sur Facebook et d'acheter 15 sacs de café, mais le coût de la logistique, de temps en temps, on se rend compte que ces achats-là ont un coût logistique complètement hors norme. C'est-à-dire que le torréfacteur ne se rend pas compte qu'il dépense beaucoup plus d'argent pour avoir ces 10 sacs dans son entrepôt que s'il coordonnait avec un acteur local l'importation de ce café-là. Donc, c'est soit le consommateur qui le paye, ou alors
le producteur qui peut-être perçoit moins ou le torréfacteur qui a une rentabilité moindre sur ces cafés-là. Ouais, non, mais complément. Seb, on avait préparé une partie question tiro al plato, comme on dit en espagnol. Ah, Question-réponse. Tu oui. veux commencer ou je commence? Allez, vas-y, commence-toi. J'espère Alors, que je pourrai répondre. ah bah ça, je pense que tu vas pouvoir. La première, qui est ton joueur de rugby préféré? Ok. Joueur de rugby préféré. Alors, il y a des années de ça, c'est une bonne question. Je suis très fan de rugby. C'était Christian Califano, qui était première ligne de Toulouse et de l'équipe de France. Récemment, on a quand même un bon vivier. Je dirais que c'est peut-être Charles Olivon qui m'a le plus épaté. Ça fait un petit moment. C'est un Bayonnais. Je suis relativement fan de l'aviron bayonnais en plus, en commençant par ça. Il est parti à Toulon, il s'est blessé énormément. C'était quelqu'un qui avait un énorme potentiel et je pense que ça a été mis à jour récemment. C'est quelqu'un qui a fait part d'une volonté telle que ça mérite un coup de chapeau. Donc oui, je dirais Charles Olivant et Christian Califano. Ok, allez, ma première. À toi. Si tu étais un instrument de musique, lequel serais-tu? Guitare basse. Guitare, basse? Ouais. Ok. Ça a été toujours mon instrument préféré et aussi bah, des musiciens de guitare basse, c'était mes préférés. Donc, c'était pour ça. C'était pas préparé. Hein. Non. Alors, si tu étais une cafetière, tu serais laquelle et pourquoi? C'est une très bonne question. Alors, je serais un Chemex. Ouais. Moi, je suis plus filtre qu'autre chose. Sauf que l'inconvénient du Chemex, de temps en temps, c'est un peu long le matin. J'ai besoin de mon café relativement vite, mais c'est la méthode d'infusion qui me plaît le plus. Donc, je suis très, très filtre et ça permet de doser, etc. C'est mon truc. Ok, bah, Chemex. Même si je suis européen, expresso oui de temps en temps, mais tu as vu la taille de ma tasse, donc bon, j'ai besoin de pas mal de café. Ok. Bon, allez, à toi. Quelle est l'origine qui t'a le plus marqué? En café, Oui. café ou visite? Euh, Café, visite, pareil, dans le secteur café, quel est le pays qui t'a le plus Euh, marqué? je dirais que c'est l'Équateur. Ok. C'est Pourquoi? l'Équateur parce que quand j'y étais, tu ne comprends pas pourquoi on fait du café là-bas parce que c'est réellement une galère de faire. Et en tout cas, tout goûte. C'est des cafés qui peuvent être assez extraordinaires. Je pense que les cafés que je considère comme les cafés que j'ai mieux goûté de ma vie, c'était un café d'Équateur. Donc, pour moi, c'est surprenant. Et quand tu visites les pays, c'est un pays splendide. Super, intéressant. Je ne connais pas du tout les cafés là. C'est intéressant. Allez, donc à moi. En adéquation avec ta bibliothèque, qui est ton écrivain préféré? Alors, je suis très fan de Zola. Très, très fan de Zola. Alors, ma bibliothèque est une bibliothèque assez vieille. Je crois que 70% de mes livres sont ramenés de France. On n'a pas la possibilité d'avoir Mola, comme à Bordeaux ici. Ouais. Et oui, j'ai beaucoup aimé Zola. Alors après, bon, Stephen King, récemment Ionesco Beu, mais si tu dois me demander je dirais Zola. Au niveau de la quantité de livres, j'ai beaucoup accroché. Et voilà, vraiment préféré. Ok, vas-y. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant ces 2 derniers mois avec ce que vous avez vécu? Assez curieux, vous avez vécu quelque chose d'assez particulier en France, c'est resté presque 2 mois enfermé. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué, pardon, Les plus dans ces 2 manqués. mois? Le plus manqué, pardon. Oui. Euh, Qu'est-ce qui m'a le plus manqué? Je pense que, tu vois, c'est une question complètement égoïste c'est une réponse complètement égoïste que je vais te dire. Mais réellement, je pense qu'il n'y a pas
il n'y a pas beaucoup de choses qui m'ont manqué. Je devrais être complètement honnête parce que ça fait 8 ans que je voyage beaucoup. Et je pense que ça m'est arrivé pas depuis de rester autant de temps à la maison. Donc, effectivement, si je devrais dire, c'est tous les échanges que je peux avoir avec les gens que je côtoie, que je visite, que c'est des expériences humaines assez riches. Mais si je devrais être égoïste, en toute honnêteté, je dirais que ça ne me manque pas, vu que j'ai pu passer plus de temps avec ma famille. Ok. Juste avant qu'on continue, il y a Liliana Sanchez, je pense que tu la connais. Oui, je la connais, oui. Elle dit, je vais traduire en même temps, donc je risque de faire quelques petites fautes, mais elle dit, excellente conversation, Sébastien et Angel. Saludos desde Honduras. Comment vous voyez la possibilité de redéfinir les stratégies et que les supermarchés éventuellement puissent être un canal de distribution pour le café de spécialité et différencié? Est-ce qu'il y a un cas en Europe d'un retail outlet comme un supermarché qui vend déjà du café de spécialité? C'est pour toi ou pour moi? Enfin, pour les deux. Moi, juste, parce que c'est peut-être plus toi qui. C'est une bonne question. En fait, quand tu parlais du bon, de la brute et du truand, malheureusement, je pense que les supermarchés sont loin d'être le bon. Je pense que ce sont des endroits où les consommateurs vont, achètent la plupart de leurs produits, mais qui obligent et qui imposent des conditions relativement difficiles pour la plupart surtout des petites et moyennes entreprises qui vendent leurs produits. Donc, la peur qu'il y a en ce moment, c'est que justement ce mouvement massif vers le supermarché qui va faire quand même augmenter les volumes, ou en tout cas compenser la perte d'un côté par le volume fait de l'autre, en fait, va plus s'orienter vers la multinationale qui domine la vente en supermarché. Donc, en fait, c'est je crois, l'une des doléances que l'on devrait avoir comme industrie, et c'est là où le côté politique va devoir jouer de toute façon, c'est qu'on arrive à faire prendre conscience aux politiques locales et j'espère aux grandes enseignes qu'au niveau local, il faut ouvrir les gondoles aux petits et moyens torréfacteurs. On s'oriente vers la consommation, on l'a tous dit, du local. On a tous été choqués par le fait de savoir que tout ce que l'on a autour de nous est importé de Chine. On est en train de voir que la plupart des producteurs, des artisans, etc., sont en train de passer un moment relativement difficile. Donc, si on veut être cohérent avec nos discours, le supermarché est obligé d'ouvrir ces gondoles, alors que ce soit pour le café ou d'autres produits locaux, qui vont réactiver le tissu économique local. Et j'espère que ça sera fait. Alors, je suis assez négatif par rapport à ça, malheureusement. Je ne sais pas si on va arriver à gagner ce bras de fer, parce que pour le moment, malheureusement, Liliana, l'accès des petites et moyennes torréfacteurs au supermarché est relativement difficile par rapport aux conditions qui sont demandées. Et si ces conditions ne changent pas, ça va être difficile. Je ne sais pas ce que toi, tu peux dire. Oui, je pense que je compléterai avant tout un fuerte abrazo, Liliana. Je pense qu'elle doit être très contente aussi parce qu'on a commencé cette année à importer du café de Hacienda La Pradera en Colombie. Alors, je pense plusieurs choses. La première, comme tu dis, les supermarchés, effectivement, pour ce qui s'est passé, ça a été la réponse rapide de dire bah, c'est le supermarché en fait où il faut vendre. Mais il faut se rappeler que ça n'a pas été les bons partenaires dans un moment. Moi, ce que je dirais, c'est que les torréfacteurs, en général, se sont beaucoup focalisés sur qui étaient leurs partenaires. Leurs partenaires, c'était les CHR, comme ça pourrait être les supermarchés, mais ne se sont pas focalisés qui, à la fin, buvait leur café. Et ça, je pense que c'est la grande inquiétude de demain que le torréfacteur devrait avoir. Comment j'ai pu réussir à avoir ma marque et qui soit connue et qui arrive
réellement à la personne qui boit les cafés. Parce que tu vois, maintenant, bah, les cafés, les restos, ils sont fermés. Qui sont continués à pouvoir vendre, c'est les gens qui avaient une notoriété et que leur tasse était reconnue. Donc, je pense que c'est ça un pas vers où les torréfacteurs devront aller, si je pourrais dire, à trouver un moyen de bien les retrouver, pouvoir vendre à une grande partie du public. Chez Belco, je ne sais pas si on te l'a partagé, et au Liliana également, on a fait un white paper des initiatives des torréfacteurs en Europe, de comment ils ont fait face au Covid et comment ils ont réussi à justement vendre malgré ces périodes de crise. Et là, on parle justement des supermarchés, des commerces de proximité, mais réellement tout type d'initiatives que les torréfacteurs ont fait. Donc, Liliana, je serais très content de les partager avec toi parce que, tu sais, je te disais l'autre jour, on a des clients qui, avec des delivery dans leur ville, ont réussi à avoir à peu près 50% de leur chiffre d'affaires qui avant faisaient avec les CHR. Donc, pour moi, au lieu de se focaliser sur les canaux, il faudrait se focaliser et trouver des mains qui sont les gens qui boivent nos cafés. Il faut faire arriver le plus directement possible le café au consommateur final. Je pense on s'est tous rendu compte que les entreprises qui avaient développé leur vente en ligne ont été relativement épargnées par rapport à tout ça. Les plateformes existaient, la notoriété était déjà là. Donc, c'est vrai que celui qui a dû du jour au lendemain se réinventer, on va dire à 2-3 wagons de retard, mais il y a de toute façon une redéfinition complète, surtout des cafétérias, parce que ce qu'il faut savoir, c'est si ça ne change pas demain, ça va être difficile, même d'aller au supermarché, les queues, le ci, le là. Il faut faire en sorte que le consommateur puisse avoir en fait son café chez lui, il le demande via une application facilement, parce que passer par les supermarchés, c'est difficile, je pense, surtout pour les plus petits. Donc, comme on disait au tout début avec la crise du café, les crises, il faut voir qu'à un moment donné, ça va sûrement créer quelque chose de positif à moyen terme, peut-être pour tous ces torréfacteurs-là qui, en fait, vont découvrir de nouveaux canaux de distribution et pourquoi pas peut-être gagner des parts de marché. Alors, certains qui n'allaient peut-être pas trop bien jusqu'à présent vont, comme on dit au pays, laisser leur plume. Par contre, comme on dit, les gens continueront à consommer du café. Donc, Complètement. Donc, allez, on continue avec Tiro al Plato, question-réponse. Ma quatrième, équipe de France de foot 98 ou 2018, lesquels tu préfères? 98, c'est un super souvenir parce que j'étais à Bayonne, la première Coupe du Monde. Non, je dirais 98. C'est quelque chose de vraiment particulier. Par contre, alors 2018, c'est une super question. Alors, j'étais à Carcassonne. On a fait le 14 juillet à la cité médiévale de Carcassonne avec ma femme. Et on a donc fêté la victoire devant un écran géant à Carcassonne, qui est pareil, je crois, un souvenir, un superbe souvenir. Donc, c'est difficile. Tu vois, on va dire au niveau sportif, je pense que c'est 98. Et au niveau festif, c'est clairement 2018 parce qu'en 98, à 6 h du matin, le lendemain, je travaillais au casino, au supermarché d'Anglet. Donc, la fête avait été relativement courte pour moi, de même que les fêtes de Bayonne. Allez, voici, à toi. Alors, tu m'as posé des questions sur mon livre. Ton style de livre préféré? Mon style préféré, c'est les romans et je suis plutôt littérature classique. Ok. Donc, tu as la crise, ça m'a refait lire énormément, pareil. Ouais, complètement. Et alors, pour revenir, une chanson qui te fait penser à ton adolescence? Ouf. Alors, je dirais, c'est tout ce qui est Guns N' Roses, Rage Against the Machine, Nirvana. Je pense peut-être Smell Like Teen Spirit, peut-être. Voir le Black Album de Metallica.
c'est un peu agressif peut-être. Je ne suis pas trop flûte ni violon. Je suis un peu plus à la batterie aussi. Ouais, je dirais Smell Like Teen Spirit. Nirvana. Ok, ça marche. Et allez, la tienne dernière. Alors, l'activité familiale de la famille Barrera durant le week-end, qu'est-ce que vous faites typiquement à Bordeaux ou dans la région? Ouf, période de confinement ou non période de confinement, je pense que c'est là. On va dire, mais hors période de confinement. On va Hors laisser le période de confinement un peu confinement. derrière nous. Habituellement, c'est visiter les régions. Avec ma femme, on est des grands amateurs de gastronomie et de vin, donc visiter les régions plus gastronomiques. Oh, Je veux dire. super, tu es dans le bon coin. C'est ça. Donc voilà, Seb, je pense qu'on pourrait continuer longtemps, mais on va arriver presque à 1h30. Je te remercie beaucoup pour ces lives. Je remercie à tous les gens qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Et sachez-le, il sera ce live sera traduit et bientôt mis sur notre chaîne YouTube. Donc, si tout vous dire quelque chose pour continuer, il y a Lisa Marié qui dit merci pour cette conférence, Pura Vida. Fabrice Robin qui dit Pura Vida. Oui, pour la vie à todos, moi, pareil, vraiment très, très content d'avoir participé. Je voudrais vraiment souhaiter bonne chance à tout le monde. Je sais que ça a été des semaines et des mois relativement difficiles. Donc, je souhaite vraiment bon courage à tous les torréfacteurs, tous les amis, collègues de l'industrie du café. Je pense qu'on a tous été affectés, d'autres plus que certains plus que d'autres peut-être. Mais il faut en sortir grandi. Et je pense que c'est exactement comme un match de rugby. On s'est pris énormément de coups et je pense que l'on a le nez peut-être cassé, mais on se mettrait une poche de glace et puis dans 2 semaines, on parlera de ça comme un mauvais souvenir. Je pense qu'il faut vraiment voir ça. C'est difficile en espérant vraiment qu'il n'y ait pas de deuxième vague. C'est quelque chose d'inconcevable, on va dire. L'économie, je crois, volerait en éclats un peu partout. Mais il faut rester positif et essayer justement de prendre ça. Donc, ça a été un plaisir. Pareil, merci énormément pour l'invitation et pour cette initiative. En fait, je pense que moi, j'ai pu assister à quelques conférences. Je pense que c'est quelque chose de très, très enrichissant, quelque chose de très innovant en plus. Tout le monde, quand il aura le temps, etc. Donc, bravo à vous, encore une fois. Bravo pour l'initiative. Je pense qu'il y a eu énormément de café qui a été envoyé récemment. Je pense que les retours sont relativement bons, mais vous faites un super boulot. Je peux dire que vous te saluez. Salut Alex, ça va? Bien et toi? Ouais, super, super, super. Bon, merci pour ta contribution. Non, de rien. Écoute, ça a été un plaisir. Merci à vous. Vous faites un super boulot et bon courage pour demain, je pense. Ça se termine demain, c'est ça? C'est demain. Ouais, bon. Ouais, super. Ouais. Et puis bonne Merci chance avec les primeurs. Ouais, à bientôt. Ciao. Salut, ciao. Ciao.